Tout a commencé il y a plus de 3000 ans déjà. 1000 ans avant Jésus-Christ, des populations venues depuis 4 à 5 000 ans d'Asie du Sud-Est et ayant transité par la Papouasie, par les Salomon, par le Vanuatu, arrivent en Nouvelle-Calédonie. On les appelle les Austronésiens et ces Austronésiens sont les ancêtres des Mélanésiens. On peut dire aujourd'hui que les Austronésiens sont les grands-parents des Mélanésiens d'aujourd'hui. Partout en Calédonie, on sait qu'il y a des clans pêcheurs qui sont arrivés de Tonga, qui sont arrivés de Wallis, qui sont arrivés des Fidji. Quand les premiers hommes arrivent ici dans le pays kanak, ils arrivent avec leur divinité. Et les divinités, il n'y en a pas qu'une seule, comme dans la religion chrétienne. Ici, il y a plusieurs dieux. On assiste à une multiplicité de dieux. Donc chaque groupe d'hommes, les clans, donc on appellera les clans, ont leur propre dieu. Ceux qui habitent au bord de mer, ils auront même leur propre sortilège ou leur propre magie pour pêcher du poisson. Ceux qui vivent dans les montagnes pour cultiver, pour chasser. Donc on a affaire à des groupes où chacun a son propre dieu. Alors ensuite, évidemment, la première mixité européenne, c'est ce qu'on appelle les biche-combeurs. Les premiers contacts avec les Occidentaux se font avec le monde marchand, les baleiniers, les santaliers, mais également les chercheurs de nacre. Donc pour les chercheurs de nacre, ils ont besoin d'avoir des contacts avec les autochtones pour pouvoir plonger assez profond, pour pouvoir chercher la nacre. Les baleiniers ont besoin d'avoir des stations sur le bord du littoral pour pouvoir faire leur huile de baleine. Il y a du troc qui se fait. En échange du santal et de l'aide des autochtones, on fournit notamment des haches, de la verroterie et quelques objets. On a même des marins qui vont fonder les grandes familles qu'on connaît à Loingoni, qui sont descendants de marins anglais ou à Khépéné, à Lifou. C'est les premiers aventuriers qui, à un moment donné, restent dans le pays. C'est des individus qui, finalement, soit sont malades et sont débarqués par leur équipage, soit sont des mutins qui sont mis à la porte, finalement, des navires, soit c'est des déserteurs parce qu'ils en ont assez d'être sur les baleiniers où la discipline était très dure. Il y a, par exemple, des Noirs des États-Unis qui avaient fui l'esclavage aux États-Unis, qui se retrouvaient sur ces navires baleiniers où ils étaient très maltraités. Et on dit souvent que ces gens qui s'installent, comme généralement, soit ils trouvent une femme, soit le chef leur confie une femme. Donc on est, je dirais, marié de fait à une femme, mais aussi à un clan, à une famille, à un statut social. Généralement, il y en a un par tribu. On voit très bien qu'ils ont une utilité pour la tribu, d'abord parce que c'est un conseiller pour le chef, pour comprendre ce nouveau monde qui arrive, qui est complètement différent. C'est aussi quelqu'un qui va faire les tractations avec les navires de commerce qui commencent à amener le métal, le verre, le tissu. Donc tous ces biens inimaginables auparavant. Donc ces intermédiaires qui sont entre les deux mondes servent justement pour que les termes de l'échange soient le plus convenables possible pour tout le monde. Donc ces groupes d'hommes sont structurés avec des clans de pêcheurs, des clans de charpentiers, des clans de cultivateurs, etc. Lorsqu'on utilise des termes, je dirais, de clans, de tribus, tous les termes de coutumes sont tous des termes évidemment européens. C'est évidemment un certain européocentrisme qu'on a, je dirais, utilisé. Évidemment qu'il y a souvent une connotation différente. Clan, on pense tout de suite à l'Écosse, les clans écossais. Or, effectivement, les clans calédoniens ou les tribus calédoniennes, on pense aux Amérindiens, n'ont rien à voir. C'est d'autres réalités. À la rigueur, ce qu'il faudrait, c'est utiliser un mot kanak à chaque fois pour comprendre à peu près un concept local. Donc, par rapport à l'idée de clan, qui est donc l'idée de plusieurs familles réunies, liées à un même ancêtre, et cette société met en place à ce moment-là effectivement une organisation sociale complexe qui change dans toutes les régions. L'histoire commence avec les clans et la force de la parole. Depuis ces temps anciens, les familles du peuple premier se regroupent en clans. Des réseaux de relations
très complexes, qu'on appelle déjà des chemins coutumiers, se tissent entre ces clans. Les codes des relations sociales sont très élaborés et établissent un ensemble de règles qui précisent la façon de vivre. La parole doit être dite, transmise et partagée. La parole des ancêtres est une parole sacrée. Cette parole doit s'exprimer tout au long de la vie. Le code des relations, les comportements et attitudes d'un individu avec ses frères et la tribu est dicté par cette parole sacrée. Quand on désigne rapidement ce terme de coutume, pour moi, quand on parle de structure sociale, c'est à ça que ça me fait penser. Quand je traduis ce terme dans ma langue, si je dis structure sociale ou coutume, ça se traduit par pingé, c'est hunmonai. Ça veut dire notre manière de demeurer à un endroit. Il y a deux termes. Il y a hunmonai qui désigne cet enracinement, et puis le deuxième terme, c'est hunhan. Ça veut dire, ça renvoie à la manière dont tu avances. Donc c'est cette idée d'enracinement, de repli, et puis de projection à chaque fois, comme une respiration qui fait de nous à chaque fois des êtres qui se redécouvrent, quoi. Parce que on dit que la puissance, elle vient de l'intérieur, elle vient de sous-sol, de la terre, des racines, mais qu'elle n'a de sens que si elle est révélée. Mais pour la révéler, il faut l'organiser socialement, par des rites, par un découpage du territoire, par une organisation politique, par un rapport à l'autre, par le système d'échange, et puis par le lien à ce qui est notre univers. La coutume, en fin de compte, c'est la gestion de toutes les parties de la vie quotidienne. Alors, dans cette société qui était à la fois simple et complexe, simple parce que c'était une société agricole basée sur l'agriculture vivrière, complexe parce que des personnes qui restaient dans la même vallée génération après génération avaient développé leur propre langue. C'est pour ça qu'en Calédonie, il y avait 33 langues à l'époque. Chacun s'était différencié par sa langue. Chacun s'était différencié aussi par des coutumes différentes dans chaque région. Mais globalement, il y avait des règles. Alors il y avait la règle évidemment de la place de chacun dans la société. Ça veut dire que chaque clan avait une place et normalement ne changeait pas de place. C'était une société relativement figée. Personne n'est figé, mais effectivement, il y avait une évolution très lente de la société. Il y avait le fait qu'effectivement, c'était par les femmes que passait le sang. C'est pour ça que ce sont les oncles utérins qui apportaient, je dirais qu'il fallait respecter comme étant les porteurs du sang. C'était l'homme qui, lui, va porter la terre. Donc on voit que chacun avait sa place dans la société. C'est aussi effectivement une société où à la fois il y a un pouvoir qui paraît fort, mais il y a tout un ensemble de contre-pouvoirs. Il y a un chef qui a normalement un pouvoir de vie et de mort sur ces sujets, mais ce sont ses sujets et en même temps ce sont ses petits frères. Il ne prend pas la parole lui-même, mais c'est un porte-parole d'un autre clan qui prendra la parole pour lui. C'est un autre clan qui est normalement le propriétaire de la plupart des terres. On appelle ça les maîtres de la terre. Ils ne possédaient pas toutes les terres, mais ils possédaient généralement la plupart des terres. On dit traditionnellement que ce sont les gens qui étaient les premiers arrivants. Et donc, effectivement, qu'il y avait plus de droits fonciers que les clans qui étaient arrivés les uns après les autres. Souvent, on dit aussi que le clan dernier arrivé, finalement, c'est à lui qu'on va donner la chefferie. C'est à lui qu'on va donner le devoir politique. Alors, pourquoi est-ce qu'on lui donne le pouvoir politique? Il y en a certains qui disent parce qu'on l'a accueilli. On peut penser aussi que le dernier arrivant souvent arrive avec des casse-têtes, avec des armes et s'impose un petit peu par la violence aux clans qui finalement vivaient paisiblement dans cette vallée. Donc on voit que c'est une façon d'arriver à trouver une solution entre les nouveaux arrivants, parfois un peu conquérants, et les populations traditionnelles qui finalement étaient plus paisibles. Et chacun finit par trouver sa place dans ce système. Et puis il y a les solutions aussi pour régler les problèmes exagérés. Il y a ce qu'on appelle le boucan, c'est-à-dire effectivement les sortilèges, les potions, les filtres, les poisons qui permettent éventuellement de régler des situations. On sait que quand un chef était considéré comme tortionnaire ou trop autoritaire, il pouvait boire par mégarde effectivement une potion qui le ferait aller ad patres. Donc il y avait tout un ensemble de contre-pouvoirs imaginaires ou réels qui orchestraient cette vie clanique et familiale. Mais parle-t-on alors de coutumes étranges ou de cérémonies ésotériques? Non. Au fil des siècles, c'est une véritable structure dans les rapports sociaux qui se met en place
et détermine la manière de vivre. Le clan, dans l'accomplissement de ses traditions, n'a qu'un seul objectif, perpétuer la tradition pour les générations futures. La particularité des membres du clan dans leur vie quotidienne réside dans la constante préoccupation du bien-être du groupe et du respect de son environnement. Il s'agit avant tout du respect de l'autre, du partage et de la solidarité sous l'autorité d'un chef naturel et incontesté. Mais le véritable attachement demeure le respect des ancêtres qui sont à l'origine de tout. Alors maintenant, les clans se sont rassemblés pour changer la nouvelle paille. Et cette maison, la grande chefferie, elle représente notre identité. C'est pas simplement changer la paille, mais fédérer les grands clans. Venir travailler, c'est pour avoir la bénédiction. Alors en ce moment, quand on travaille ici, on travaille chaque clan fasse leur travail, mettre la paille, mettre le bois dans leur endroit. Moi, je n'ai pas le droit d'aller travailler à l'endroit de l'autre clan, parce que c'est sacré. Il faut que je travaille à l'endroit là où mes ancêtres m'ont mis pour travailler dans l'endroit de mon clan. Dans cette case, il y a une dernière coutume. Le clan de la terre, ils vont mettre le chapeau. Là, ils vont mettre le chapeau, là, aujourd'hui. C'est la dernière coutume. Dans les villages, la grande case du chef sera surmontée d'une flèche fêtière sculptée. Au décès du chef, personne ne viendra vivre dans cette case. Elle sera laissée à l'abandon, la nature reprenant ses droits. Le souvenir du défunt sera souvent respecté par l'érection d'un totem. Les anciens n'abandonnent jamais l'endroit où ils vivaient. Dans la vie quotidienne du clan, les ancêtres sont considérés comme présents au travers des savoir-faire transmis pour la pêche, la chasse et l'agriculture. Les ancêtres sont omniprésents dans les pierres, les bois, les lieux où ils ont vécu et donné naissance à la force vitale du groupe. Symboliquement aussi, c'est le cheminement intellectuel, politique de tous les peuples. À partir du moment où on procède de la mise en place des interdits sur sa sœur, sur le feu, sur la nécessité d'échange. Ce culte aussi que nos vieux ils ont et que nous on a gardé peut-être avec des apports nouveaux du lien à la nature et à l'ancêtre. Le rapport à la terre est aussi un élément important dans la structure sociale des clans. Issu de ces traditions millénaires que l'on connaît peu, la transmission des coutumes a traversé les siècles avec diverses interprétations. Ces coutumes varient en fonction du clan ou de ce que les ancêtres ont laissé dans la mémoire collective. Les langues et les mythes sont transmis de génération en génération. Ils constituent le cœur de l'identité. Les clans, en fonction des événements qui rythment la communauté, se réunissent souvent en conseil. Les palabres déterminent ainsi les grandes décisions. Lorsque les missionnaires arrivent, que ce soit les protestants en 1840, que ce soit les catholiques en 1843, eux viennent, même s'ils sont peu nombreux, avec une structure. Ils mettent en place des stations missionnaires, ils mettent en place leur maison, une église ou un temple, ils mettent en place un potager, ils mettent en place, je dirais, des champs agricoles. Ils sont du reste une très grande force de proposition, de démonstration de ce que pourraient être les évolutions à venir, en particulier dans l'agriculture et dans l'habitat. Les premiers missionnaires qui vont arriver en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas des missionnaires européens, mais des missionnaires polynésiens. À l'île des Pins, on aura des Samoans et à Lifou, on aura des gens des îles Cook. Donc les premiers missionnaires qui arrivent, donc je vais parler d'un cas concret, plutôt du missionnaire Fao. Donc il arrive à Lifou et il va convertir le grand chef Boula à la religion.
Quel changement va-t-il apporter? Le premier changement qu'il va apporter, c'est celle d'un Dieu unique, d'un seul Dieu, créateur de toutes choses, qui contraste avec la multiplicité des dieux qui existent partout. La deuxième chose, c'est l'instauration du mariage. Et enfin, la troisième chose, et non la moindre, c'est le changement profond de la société, avec notamment l'arrivée de la semaine. Il va imposer la semaine avec le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et le dimanche réservé au culte. En même temps, pour la structure sociale en place, ils sont évidemment un péril, puisqu'ils apportent, je dirais, une autre conception du monde. Oui, il y a eu des conflits, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de publicité sur ces conflits. Pourquoi? Parce que les missionnaires, d'abord, lorsqu'un missionnaire se fait attaquer, tuer, voire dévorer, on en parle. Là ensuite, les missionnaires, eux, dans leurs écrits de l'époque, ils montrent tous les mauvais traitements que leur faisaient les chefs de clan ou la société mélanésienne pour mieux, finalement, vendre le fait qu'il fallait leur donner des aumônes, il fallait les aider pour continuer leur œuvre d'apostolat missionnaire. Mais il y a une chose toute simple, c'est que quand vous arrivez dans un pays ou dans une région du monde pour apporter une nouvelle foi religieuse, la première réaction des gens, c'est de dire « j'ai la foi de mes aïeux, je vais garder la foi de mes aïeux ». Toute la structure change. Les missionnaires vont renforcer le pouvoir des grands chefs. Et pour ça, il suffit de regarder la Bible, les termes qu'on a utilisés, puisque, par exemple, sur l'île de Lifou, on va créer les tribus, et donc par analogie aux 12 tribus d'Israël, et sur lequel le roi David règne. Donc c'est un roi qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que dans les temps pré-chrétiens, puisque quand les missionnaires arrivent ici, ils ont une idée du pouvoir venu d'Europe, avec quelqu'un qui cumule tous les pouvoirs politiques, et non pas le système de pouvoir éparpillé que l'on connaît traditionnellement en Mélanésie. Cet impact missionnaire est extrêmement important pour la société kanak, parce que cette nouvelle religion a des incidences sociologiques très fortes. C'est-à-dire que les missionnaires, ils n'apportent pas seulement la parole de Dieu, ils apportent aussi tout un message en fait, qui consiste à transformer les mœurs des populations en place. Et en cela, transformer les mœurs des populations, ça signifie aussi donc transformer la coutume ou les coutumes, parce qu'il y avait quand même une assez grande diversité finalement avant que la présence européenne ne soit forte dans l'archipel. Ça chamboule forcément. Parce que le fait de vouloir imposer par la force des rituels alors qu'une société est déjà organisée et s'est accomplie pleinement dans le fait de célébrer la culture des ignames, les rites funéraires, les discours généalogiques qui enracinent véritablement l'individu dans une structure sociale qui est cohérente. De manière un petit peu horizontale, et puis aussi horizontale vis-à-vis de ses pairs, et puis verticale vis-à-vis de l'organisation avec l'univers et puis les ancêtres qui sont notre force ici dans le sol. Ça a forcément chamboulé parce que le rapport justement au sacré et à la divinité, il est devenu sur des supports différents, sur aussi d'autres rituels, et puis également sur l'imposition de nouveaux interdits et la destruction par la force de l'ancien système de croyance. Donc forcément ça a chamboulé. Là où les vieux ils se sont un petit peu rattrapés, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a toute une liturgie, il y a toute une écriture qui pose cette notion d'enracinement. Dans la Genèse, dans le livre de l'Exode, où on parle de cet enracinement. Et puis surtout, la société qui est décrite à ce moment-là, c'est une société paysanne, avec des divinités multiples, et qui se met en quête d'inscrire de nouveaux codes qui lient les individus entre eux, mais à chaque fois sous la tutelle de grands noms ou de grands clans, pour parler par exemple de Moïse avec les tribus. Lorsqu'on parle des relations entre le monde kanak et le monde occidental, on s'aperçoit qu'on peut très rapidement faire 4 périodes.
La première période, c'est bien sûr les découvreurs mutuels, puisque effectivement c'est dans les deux sens. Les découvreurs, ils passent sur les plages mélanésiennes une semaine, 2 semaines, ils rencontrent quelques chefs, ils rencontrent quelques personnes, ils font quelques croquis, ils repartent. Donc ils n'ont pas d'incidence culturelle à proprement parler, mais en même temps ils sont un bouleversement immense. Un bouleversement immense parce que d'un seul coup, pour des gens qui sont restés dans l'ère mélanésienne, sans contact avec l'extérieur et sans connaissance de l'extérieur, d'un seul coup il apporte un changement profond de la cosmogonie. Il y a quelque chose ailleurs. Sachant que malheureusement, il y a eu aussi un impact qui était inattendu, négatif et imprévisible, c'est le choc microbien. C'est-à-dire que soient les équipages de James Cook, de la Pérouse, de d'Entrecasteaux, de Dumont-d'Urville, il y avait parmi eux des gens qui avaient des simples rhumes. En Europe, depuis des milliers d'années, on savait qu'il peut y avoir des gens qui meurent tous les hivers par les rhumes, mais globalement, les gens survivent. Et là, ça a été une hécatombe parce que, effectivement, les Mélanésiens n'étaient pas, n'avaient pas les anticorps, ils n'étaient pas immunisés pour ce genre de problème. Et il y a eu des milliers de morts dans le monde kanak, que ce soit en Calédonie, que ce soit au Vanuatu, que ce soit aux Nouvelles-Hébrides, que ce soit au Salomon, partout, il y a eu le même problème. Et en particulier, que ça a évidemment un énorme impact sur l'organisation sociale, donc sur effectivement l'organisation des clans, sur l'organisation des tribus, sur l'organisation des hommes. Parce que quand vous voyez autour de vous pratiquement tous les gens de votre hameau disparaître, vous voyez très bien qu'une partie de la mémoire d'abord déjà va disparaître, puis ensuite il y a une partie de l'organisation que vous aviez mis en place, tout est bouleversé. Donc c'est sûr que déjà il y a eu un premier changement avec ce premier contact. Deuxième contact, c'est, je dirais, les aventuriers et les missionnaires, où là c'est quand même des groupes tout petits. Il y a grosso modo 1%, voire 0,1% d'Européens pour 99%, voire 99,9% de Mélanésiens. Donc bien sûr il y a un impact, bien sûr il y a des évolutions, parce que c'est une force aussi de démonstration. C'est montrer ce qui existe ailleurs. Mais en même temps, les Mélanésiens sont maîtres de leur évolution. Troisième étape, évidemment, c'est la période coloniale qui va de 1853, lorsque la France, de façon unilatérale, met le drapeau français en Nouvelle-Calédonie, jusque, disons, en 1945, lorsque l'empire colonial français disparaît et que la France décide qu'il y aura désormais des États de la communauté, des départements d'outre-mer, évidemment, on pense aux Antilles, à la Réunion, à la Guyane, et des territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Wallis et Futuna, bientôt en 1961. Donc on voit que les choses vont changer. Dans la période coloniale, le vrai problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est comme en Algérie, c'est les deux endroits où il y avait une colonisation de peuplement. Qui dit colonisation de peuplement, dit automatiquement nécessité de trouver des terres. Trouver des terres veut dire effectivement faire des spoliations foncières. Et les spoliations foncières ont amené petit à petit la société mélanésienne à être enfermée finalement dans l'arrière-pays, dans les montagnes, dans les vallées. Et là, effectivement, la coutume s'est figée, a arrêté de bouger pendant un certain temps, puisque effectivement, il y avait très peu de contact avec le monde extérieur. Mais en contrepartie, elle leur a permis de passer cette période difficile où effectivement, beaucoup, par exemple, de Mélanésiens se sont posé la question, j'allais dire, où sommes-nous? Qui sommes-nous devenus? Je dirais que ça a chamboulé et en même temps, la société s'est reconstruite à partir de références qu'elle a trouvées pertinentes dans le modèle qui était proposé pour garder plus ou moins des équilibres qu'il fallait ajuster peut-être avec le temps. L'histoire dans le monde occidental, elle se fait à partir de sources écrites que l'on compile pour expliquer le présent. Alors qu'en Mélanésie, la mémoire, elle change avec le temps, puisqu'on a des mémoires de tradition orale, et souvent elles viennent renforcer les systèmes établis. Peu à peu, la Nouvelle-Calédonie s'évangélise et devient chrétienne avec un changement majeur qui est la création des tribus. Donc ces créations des tribus correspondent en fait à des paroisses que les missionnaires ont voulu rassembler pour pouvoir apprendre la lecture et l'écriture et pour pouvoir avoir tout le monde le dimanche pour le culte. Je pense que les vieux, ils sont pragmatiques. À partir du moment où on ne nous laisse pas le choix, on fait les choix qui nous permettent de survivre. La survie nécessite la redéfinition, enfin la définition de nouveaux contours pour parler du rapport au sacré, du rapport à la divinité nouvelle qui nous est imposée. Il faut que l'on s'appuie sur des références qui
vont faire de nos enfants des enfants qui seront pas étrangers à ce qui nous est servi tous les dimanches. On ne peut plus faire comme si on avait le choix. Donc on fait le pari que ce qu'on va prendre, on va le formater pour que ça puisse être cohérent avec nos propres croyances et avec nos propres règles, avec nos propres interdits. Donc soit on transforme le système, on n'a pas le choix, c'est la colonisation qui nous l'impose. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le transforme pour le rendre cohérent avec notre mode de vie, quoi. L'année 1853 marque le début d'une grande histoire qui va durer plus d'un siècle et balayer toute la culture originelle. Ce sont les années de colonisation, les années où l'Europe étend sa domination sur le monde. La présence française dans le Pacifique est faible. Au milieu de ce 19e siècle, le développement territorial de l'Empire passe par la colonisation de terres lointaines pleines de promesses économiques. Le Pacifique attise toutes les convoitises et le 24 septembre 1853, le contre-amiral Février des Pointes prend officiellement possession de la Nouvelle-Calédonie. La première question, qui a été importante aux yeux des autorités coloniales, c'est pas la population kanak en soi, c'est les terres que celle-ci occupait, puisqu'elle était largement répandue à la surface de toute la Grande Terre, et que l'intention était de faire de ce petit archipel, d'en faire une colonie de peuplement. Mais une colonie de peuplement, ça signifie qu'on a besoin de terre, en fait. Hein. Donc, la première question, finalement, posée par la population kanak aux autorités coloniales, c'est la question foncière. Au départ, lorsqu'il y a les premiers temps de la colonisation va s'appuyer sur le monde mélanésien. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement très peu d'Européens. Par exemple, pendant les 2 premières décennies, à Nouméa, il y a grosso modo une centaine de militaires, une cinquantaine de colons seulement. Donc ils s'installent à Nouméa, autour de Nouméa, et au départ, ça se passe relativement bien avec les tribus proches, parce que les chefs souhaitent avoir qui un fusil, qui une marmite enfante, qui du tissu. Je dirais, chacun y trouve un petit peu son compte. Et puis lorsque la colonisation s'étend, elle a besoin de plus en plus de terres, et là, petit à petit, est mis en place par l'administration coloniale, d'abord effectivement le régime de la tribu en 1867, l'année suivante la réserve en 1868, et surtout en 1887, ce qu'on appelle le régime de l'indigénat ou le code de l'indigénat, qui structure finalement tout un ensemble punitif autour du monde kanak pour qu'il reste dans le monde kanak. Avec un système de police, avec la mise en place de circonscriptions, l'interdiction de circuler, la mise en place du code de l'indigénat. Donc là, c'est moins marrant, quoi. Parce que c'est l'impérialisme, c'est la colonisation, c'est l'idée d'apporter la lumière de l'Occident, de la Bible aussi. Et puis, c'est la manière comme ça s'est fait dans beaucoup de colonies, de venir exploiter les ressources à bon marché. En métropole, le régime autoritaire de Napoléon III trouve ici, en Nouvelle-Calédonie, l'opportunité, en plus de la colonie de peuplement, d'y implanter une colonie pénitentiaire. Dès 1864, les premiers bagnards arrivent dans les centres de détention qui s'ouvrent un peu partout. Mais au fur et à mesure du développement, justement, de la présence française, de la multiplication des centres de colonisation, que l'on peuple soit par des colons libres, soit par des colons pénaux. Nombre d'entre eux, après l'exécution de leur peine, bénéficieront d'une concession pour cultiver la terre et s'implanter définitivement dans le pays. Pour installer ces forçats concessionnaires, l'administration pénitentiaire s'approprie la majorité des terres encore disponibles. Alors, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que ces Kanaks, plus ou moins enfermés dans un système, est-ce qu'en même temps certains sortent ? La façon finalement la plus fréquente de sortir, c'est les réquisitions, puisque l'administration considère qu'à la fois elle enferme le monde mélanésien dans des réserves, c'est le terme de l'époque, qu'on appelle aujourd'hui des terres coutumières, et en même temps, elle leur demande par exemple de mettre en état les routes qui vont à la réserve ou qui passent devant la réserve. En même temps, on va leur demander de travailler chez les colons. Là, ils sont payés pour travailler chez les colons, mais en même temps, ils sont réquisitionnés. Donc, ils n'ont pas spécialement envie d'aller travailler chez tel ou tel colon.
Surtout que souvent, c'est des terres ancestrales qui leur ont été ôtées pour être données à la colonisation, qu'elle soit libre ou que ce soit la colonisation pénale liée au bagne. Et aussi la fameuse police indigène, c'est-à-dire effectivement, il y avait une police qui avait été mise en place, une sorte de police rurale mélanésienne, qui avait pour vocation de pourchasser les bagnards évadés. Donc il y a eu cette police indigène en même temps que le bagne, c'est-à-dire pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle. L'administration coloniale aura apporté la notion de propriété individuelle et de développement économique face à une population locale qui ne raisonne que par la vie en collectivité et les usages naturels de la terre. Ce qui va finalement bouger, eh bien, c'est la façon de vivre des gens. Puisque si on devait définir la coutume, en Djiou, on dit que la coutume, c'est Houeneneuve, ça veut dire la façon de vivre du pays, mais à un temps X maintenant. Pas il y a 100 ans, pas il y a 200 ans, mais à un temps précis. Et donc, c'est les cultures de l'igname et les repères qui vont changer. Puisqu'à partir du moment où, pour les besoins de la colonisation, comme par exemple ici dans la région de La Foi, on va déplacer des populations qui vivent dans un tertre précis pour les exiler à l'île des Pins ou à Bélep suite à la colonisation, eh bien, ils vont devoir retrouver une façon d'être au monde et d'être en harmonie avec ce qu'ils pensent être et ce qu'ils sont. Le système de réserve, il a permis à la colonisation libre de s'implanter. D'une certaine manière aussi, il a permis à la structure sociale qui était complètement déstructurée de s'agréger autour de nouveaux contours, en gardant la mémoire des anciens terres, en gardant la mythologie qui était rattachée au toponyme ancien, pour l'organiser sur un espace plus restreint. De garder du sens dans une situation où on est contraint par la force d'exister sur des espaces qui nous sont imposés. Donc on garde une structure sociale, et puis ceux qui se sont enfuis de tel endroit qu'on a accueilli, on va leur donner un nouveau nom, et on va les rattacher à un nouvel espace, parce que on a besoin de reconstituer le puzzle de l'organisation politique. Et puis, ça permet toujours d'exister avec cette dimension d'homme debout, pas d'homme qui a servi. Après, il y a toujours des compromis à adopter. Mais tant que la coutume évoluait dans le monde mélanésien, j'allais dire fermé, entre l'arrivée des premiers Austronésiens, qui sont les grands-parents des Mélanésiens, 1000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au choc avec 1774, l'arrivée de James Cook, on peut considérer que la coutume a toujours évolué pendant 3000 ans, mais très lentement. Donc il y a bien eu des évolutions, qu'elles soient culturelles, intellectuelles, et donc aussi d'organisation sociale. Et là, d'un seul coup, la coutume est confrontée à tout un ensemble de chocs. Donc cette coutume, confrontée en 200 ans à énormément de bouleversements, a évidemment évolué plus vite. Prenons un exemple, je dirais, qui est vraiment frappant. Dans la coutume, avant l'arrivée des Occidentaux, il y avait la possibilité de la polygamie. Ce n'était pas tout le monde qui bénéficiait de la polygamie. Généralement, c'était les chefs ou les grands chefs. Et la polygamie, souvent, n'avait pas un aspect, je dirais, sensuel, mais avait un aspect tout simplement pragmatique de s'allier avec des clans ou des tribus avoisinantes. Donc, si on avait 10 femmes, c'est qu'on était allié avec 10 tribus, généralement. Donc, il y avait cet aspect pratique de la polygamie, mais elle existait. À partir du moment où est arrivée la religion protestante et la religion catholique, donc les deux confessions chrétiennes, la polygamie a disparu. Donc ici, il y a eu une évolution de la coutume sur un point ponctuel, mais qui est, je dirais, un petit peu symbolique. Finalement, à partir de 1887, on met en place l'indigénat. Donc l'indigénat, c'est un certain nombre de dispositions qui ne s'appliquent qu'à la population kanak, dont le but est principalement, finalement, de pouvoir contrôler cette population. Notamment par exemple en limitant le droit de circuler, c'est-à-dire on ne peut pas sortir de la réserve sans autorisation du gendarme. Donc on va procéder à une véritable restructuration, ou disons mise sous contrôle finalement de la population kanak, notamment avec la création des districts avec les grands chefs qui ont sous leur autorité donc des petits chefs, même si ça ne correspond pas toujours. Et c'est souvent le cas à l'organisation traditionnelle. Et tous ces chefs ne peuvent l'être qu'avec l'aval de l'administration. C'est la raison pour laquelle, des fois, certains chefs traditionnels vont être... Enfin, on va substituer ce qu'on va appeler des chefferies administratives à des chefferies traditionnelles.
va, au fur et à mesure du temps, émerger finalement une autre question qui n'a pas été prioritaire pour les autorités coloniales, qui va être celle, donc, d'une certaine façon, d'intégrer cette population, d'essayer de procéder à une politique d'assimilation, dans la mesure où on va prendre conscience que ça va rester une composante importante finalement de la population de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une politique qui commence très modestement en 1885 avec la création des écoles indigènes, qui sont des écoles publiques destinées aux populations kanaks, qui se situent aussi dans un vent d'anticléricalisme qui existait à ce moment-là, qui visait à essayer de mieux intégrer ces populations kanaks. C'est la raison pour laquelle aussi on va créer en 1903 une première école normale d'instituteurs. La Grande Guerre déchire l'Europe et la République française fera appel au peuple de Nouvelle-Calédonie. Et puis en 1917, il y a eu la campagne de recrutement pour la Grande Guerre. La guerre des tranchées, on a besoin de fournir les bataillons des fantassins. Et donc ils sont venus faire cette campagne de recrutement ici. Et les vieux de chez moi avec les vieux d'ici, Ponaki, Konyambo, de Koné, jusqu'à moi, ils ont dit, mais nous on n'ira pas faire la guerre pour les Français, parce que c'est les Français qui volent notre terre, c'est pas les Prussiens au sens Guillaume II. Puis du coup ils se sont insurgés. Au début du XXe siècle, la découverte du nickel attire des ouvriers de toutes les régions du Pacifique. La colonie se peuplera très rapidement et déplacera de nombreux Kanaks qui quitteront leur tribu pour rejoindre la mine. Cette politique, disons, d'intégration, d'assimilation, elle va se renforcer principalement après la Première Guerre mondiale. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, il y a un véritable courant indigéniste, en fait, qui se développe au sein de la SDN. Et donc, il y a des missions qui sont faites sur la situation des populations indigènes dans les empires coloniaux. Donc, va être lancée ce qu'on appelle la nouvelle politique indigène, qui va consister principalement à essayer, par exemple, d'améliorer l'habitat. On va essayer de substituer aux cases rondes des cases rectangulaires en torchis. On va justement essayer de renforcer l'effort de scolarisation. Et surtout, il y a un gros effort qui va être porté sur les problèmes de santé. On est pile dans les années avant la grande crise de 1929. Et donc ça s'est fait à l'exploitation minière, c'est le prix du charbon, le prix du... nous on est rentré de plein pied dans ce système-là avec la mise en place des réserves, l'interdiction de circuler, l'impôt de capitation, les prestations de travaux forcés à fournir pour les colons. La Seconde Guerre mondiale secoue l'Europe. La Nouvelle-Calédonie se rallie à la France libre du général de Gaulle. Beaucoup s'illustreront dans les combats auprès des forces françaises en Afrique du Nord. Ça a changé à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une partie des Mélanésiens, des Kanaks qui se sont engagés avec cette parole-là qui était portée par les deux églises, protestantes et catholiques, d'émancipation, participer à l'effort de guerre, à la fin du Code de l'indigénat en 1946, et puis à la nationalité française, puis le droit de vote en même temps que les femmes. Décembre 1941. Les Japonais veulent rester maîtres de la zone Pacifique Sud, c'est l'attaque de Pearl Harbor. 18 000 soldats américains et l'ensemble de la flotte américaine s'installent en Nouvelle-Calédonie. Le Caillou devient peu à peu le centre de commandement interallié dans le Pacifique. Cet épisode contribuera également à transformer en profondeur la vie et les coutumes. Les guerres sont terminées. En 1946, la notion de colonie disparaît alors et la Nouvelle-Calédonie devient un territoire d'outre-mer. L'ancien régime de l'indigénat est abandonné. Tous les habitants de Nouvelle-Calédonie deviennent des citoyens français. Cette nouvelle situation va marquer le renouveau de la coutume, trop longtemps étouffée, trop longtemps voilée par les effets pervers de la colonisation. Par l'assimilation d'une autre culture,
par l'éducation décalée, par l'intégration d'un territoire à une métropole tellement distante de ses origines et de ses mœurs. Les traditionalistes ne s'y retrouvent plus. Célèbres, depuis les événements qui ont fait prendre conscience aux Calédoniens de la force de leur tradition, Jean-Marie Tjibaou est l'homme qui a permis au peuple de Nouvelle-Calédonie de se retrouver dans la parole ancestrale. L'État français lancera en 1979 un plan de développement économique et social assorti d'une réforme foncière qui restitue les terres. Mais ces mesures n'empêchent pas les indépendantistes de se regrouper dans le Front indépendantiste, puis dans le Front national de libération kanak et socialiste. C'est ainsi que dans les années 80 commence une période instable pour le pays qui connaît des troubles sans précédent. Meurtres et attentats, émeutes, fusillades et expulsions d'anti-indépendantistes de leur résidence. En 1988, François Mitterrand est réélu à la présidence de la République. Son Premier ministre, Michel Rocard, marque sa différence et la mission de conciliation envoyée à Nouméa aboutit à un accord historique qui rétablit en Nouvelle-Calédonie une paix durable. Mais que devient la coutume ? C'est ça la différence. C'est que nous, on est toujours d'ici et que le rapport que nous, on pose à l'autre, c'est celui de l'échange. Mais qu'à partir du moment où l'autre il ne nous reconnaît pas comme partenaire pour discuter, avec qui on va faire la coutume? Avec qui on va faire l'échange? On fait les échanges entre nous. Mais depuis plus de 150 ans que les colons ils sont installés ici, il y a eu des endroits où ça s'est frité, il y a eu des endroits où ça s'est marié, il y a eu des endroits où ça s'est mélangé. Mais je veux dire, la coutume institutionnalisée, c'est déjà dans les faits. Nous, la coutume, elle a existé de tout temps, avec des formes différentes, avec des formes variées. Souvent, on se pose la question si à un moment donné, la coutume n'ayant pas été plus ou moins abandonnée, n'ayant pas été plus ou moins oubliée ou non reconnue, s'il n'y a pas eu, je dirais, dans les années 70, le besoin de se réinventer, de se réapproprier la coutume. J'aurais tendance à dire que dans le monde traditionnel, c'est-à-dire le monde rural, mélanésien, la coutume a toujours été présente. La coutume a évolué plus ou moins vite selon les périodes. Et en fin de compte, la question n'était pas de réinventer, de réhabiliter, de recréer une coutume, c'était plutôt qu'il y ait une reconnaissance par l'autre. Et on pense en particulier à Jean-Marie Tjibaou lorsqu'il organise en 1975 le festival Mélanésia 2000. Et dans ce festival Mélanésia 2000, il va permettre d'abord à toutes les régions de Calédonie, à toutes les tribus pour simplifier de Calédonie, de se retrouver, alors que depuis 100 ans, il y avait effectivement plus de possibilités de toutes ces réunions intrinsèques de région entre régions. Ensuite, de reconnaître que finalement chacun avait ses spécificités, mais en même temps avait un fond commun, et que ce fond commun, ce n'était pas simplement une culture, mais c'était une civilisation. Après le rétablissement de la paix civile, les tribus s'organisent et retrouvent le chemin tracé par les ancêtres. La coutume devient un droit et comporte des devoirs au regard de la structure moderne de la société. Suite à l'accord de Nouméa, nous, pour la réorganisation et la restructuration de nos structures coutumières, donc on a mis en place le chef de clan. Il serait intéressant que le chef de clan connaisse l'histoire du clan. Le chef de clan doit connaître la coutume. Ça, c'est des grands principes. C'est à l'intérieur des clans qui constatent par eux-mêmes quelle est la personne susceptible de pouvoir prendre cette responsabilité-là. Le premier rôle qu'on a défini, c'est la recherche de la cohésion sociale entre les clans, entre son clan en tant que chef de clan. Son deuxième rôle, c'est de pouvoir être l'interface entre le conseil des chefs de clan. Donc aujourd'hui, le rôle du chef de clan, il est primordial. Parce que rien ne se fait sans l'aval du chef de clan. Moi, en tant que Kanak, je suis né Kanak de parents Kanak, je suis de fait de statut de droit coutumier. Un assesseur coutumier, c'est un juge, si vous voulez, entre parenthèses, qui complète la juridiction pénale pour traiter justement des affaires qui concernent les gens de statut civil coutumier. Par rapport aux spécificités qu'il y a dans les aires coutumières, les juges et les magistrats, ils sont inaptes à parler de la coutume. C'est pour ça que la juridiction est complétée par des assesseurs coutumiers. Et notre travail consiste justement à trouver un juste équilibre au niveau des parties qui vont au tribunal, mais c'est surtout d'appliquer
appliquer la règle coutumière. Il y a plutôt un art de vivre kanak qui est reformulé à toutes les époques. Et j'insiste sur le mot reformulé parce que, c'est-à-dire de redonner du sens. Ça fait sens parce que c'est les choses que l'on nous donne à notre naissance. Et puis qu'on répète à nos enfants, et puis qu'on dit tu vas faire ton chant là, il faut respecter tes grands-parents, il faut respecter tes oncles maternels. Parce que tu rappelles le lien au sang, tu rappelles le lien à la terre, tu rappelles cette dimension d'échange, de souffle, de respiration sociale. Mais c'est ça qui a changé, c'est qu'à un moment donné, on est apparu peut-être aux yeux des Occidentaux, aux yeux des Calédoniens déjà. Une pensée peut-être, c'est celle du juge Faude-Trolu, qui était le premier juge kanak. Lui, il disait, quand mon père il me voit faire la coutume, il dit que je fais n'importe quoi, c'est pas la coutume ce que je fais. Je suis en train de faire n'importe quoi et je joue avec la coutume. Quand moi je vois mes enfants faire la coutume, je dis mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. Alors, à travers cet exemple, on voit bien que le sens de ce que chaque génération donne aux choses, c'est une reformulation de c'est quoi être kanak. Aujourd'hui, c'est quoi faire la coutume. Qu'est-ce qui est important à retenir aujourd'hui sur la coutume? Alors, il y a bien entendu l'évolution au point de vue agricole, au point de vue des héritages, au point de vue de la vie familiale. Et il y a surtout, effectivement, la question qui se pose de l'essence de la coutume, qui est finalement le respect de l'autre, qui est le partage aussi. L'accueil est important dans le monde mélanésien. En même temps, le respect. C'est-à-dire qu'on accueille les autres, mais il faut que les autres nous respectent. Et ici, la coutume a toujours été à la fois un liant et une sorte de lieu où on se rencontrait et où on s'acceptait mutuellement. L'Occident, c'est un petit peu ça, c'est l'avoir qui compte. Capitaliser, engranger de la ressource, etc. Nous, c'est plutôt construire des cases, donner la main à mon frère, donner la main à mes cousins, donner la main à ma famille. Ça permet de faire partie d'un tout. Respecter les saisons, respecter le sang, respecter les vieux. Parce qu'ils ont capitalisé, eux, une expérience par rapport au monde. Et le jour où j'ai besoin, je suis capable de faire appel à eux pour dire « Tiens-toi à mes côtés ». Les gens qui avaient l'habitude d'avoir un champ d'igname dans cet endroit-là bien précis, ensuite d'aller de récolter les prémices, d'aller le donner au grand chef qui se situe dans un autre endroit. Comment on fait quand on n'habite plus au même endroit, que le grand chef il a été exilé? C'est tous ces bouleversements-là qui va pousser justement les Kanaks à reformuler leur présent. Reformuler leur présent, je dirais que c'est donner du sens à ce qu'on vit, tout en faisant attention au mirage de l'authenticité et de la tradition. C'est-à-dire de ne pas culpabiliser, de reformuler, de redonner du sens. La naissance du droit, c'est la coutume. Le droit positif chez les Anglais, c'est la pratique au sens des Grecs, la praxis. Je fais les lois, je fais avec la main. Je grave sur le marbre et puis ça devient une loi. Mais nous, c'est l'échange, c'est organique. La culture kanak ne parvient pas de l'imaginaire. Et elle s'inscrit au cœur des problèmes contemporains de la Nouvelle-Calédonie. La société actuelle a dû abandonner nombre de ses pratiques d'autrefois, mais la tradition de la coutume demeure et s'enracine plus que jamais dans la vie quotidienne. Le geste coutumier est une simple marque d'attention et n'a pas besoin d'une cérémonie grandiloquente, l'acte demeure symbolique. De la province, mesdames et messieurs les élus, les personnels de la province, Madame Najat Vallaud-Belkacem vient pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. Elle a souhaité venir dans la province Nord et je veux vous demander ici, pour les deux districts représentés et puis aussi pour l'Assemblée de province, de bien vouloir l'accueillir. C'est avec considération, avec respect, avec humilité qu'elle vient sur vos terres, sur votre terre. Et je serai reconnaissant aux autorités coutumières comme à l'autorité provinciale de l'accueillir ici aujourd'hui.
revendications au nom des autorités, au nom des populations de notre pays. Nous vous remercions pour la coutume d'arrivée en province Nord. Nous vous remercions également pour le respect et la considération de notre République. Voici notre coupe pour vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Je vais terminer peut-être par une histoire. Une histoire que et on raconte là chez nous, c'est à Kavat, chez une autre tribu qui est en face de Tiedan, ça s'appelle Bouekmamboaole. C'est deux l'aigle et puis la roussette. Et les deux, ils décident un jour de se construire une case. Ils vont dans la forêt, ils vont collecter les poteaux, ils vont collecter les lianes, ils vont collecter les traverses, les poutres là, qui vont jusqu'au fêtage, avec le poteau central. Et puis ça prend un certain temps, ils collectent les lianes pour attacher, etc. Ils traitent tout. Et puis à ce moment-là, l'aigle, il a trop chaud. Puis il décide de... Et quand il va prendre le fruit, c'est Penahimondan. Ça veut dire qu'il pose ses mains dans le vent. Puis il descend jusqu'au bord de mer, il va voir les îlots. Puis au bout d'un certain temps, la roussette, elle continue son ouvrage, plante le poteau central, plante les poteaux du tour, la panne sablière, les poutres. Et ensuite, elle fait du feu parce que c'est la vie. Elle fait du feu aussi parce que c'est pour voir là où il y a les interstices, là où c'est pas étanche, quoi. À ce moment-là, le vent il se lève, ça souffle, et puis au large, la houle elle se forme. Alors l'aigle il se sent un peu ballotté dans les airs, et puis il se dit je vais remonter dans la vallée pour voir si notre maison est terminée. Il descend, et puis il tape sur la paroi, et puis il appelle son compagnon à l'intérieur. Je sens que je vais mourir de froid avec l'intempérie dehors. Alors on voit qu'il est dans la case, puis il chauffe ses pieds. Deuxième fois, il l'interpelle. Il chauffe ses ailes. Troisième fois, il chauffe son dos, comme ça. La fin de l'histoire, c'est que l'aigle, il va derrière la case et il meurt. Voilà. La question que je pose, c'est où est la porte? La porte, elle est sur le toit. La roussette, elle vit à l'envers. C'est comme nous, nos deux peuples. On vit avec des références différentes. Mais si à un moment donné, on ne nous dit pas, voilà la porte. Nous, la porte, c'est la coutume. C'est ce qui régit le monde de l'intérieur. Ça veut dire nous.